En Somno Live, nous avons la chance d'accueillir le docteur Pierre-Alexis Geoffroy, qui est maître de conférence des universités praticiens hospitaliers en psychiatrie, dans le service de psychiatrie de l'hôpital Bichat à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et au sein du GHU Neurosciences Paris-Nord, et qui est membre du conseil scientifique de la SFRMS et du conseil d'administration de l'AFPBN, Association française de psychiatrie biologique. Pierre, veux-tu nous dire en quelques grands bullet points les actualités 2021 de sommeil et psychiatrie? Avec grand plaisir, merci beaucoup Marie-Pierre. Alors les grandes actualités, j'ai choisi d'en présenter trois. La première porte sur les psychothérapies, notamment qui vont traiter le cauchemar, et les cauchemars qui sont d'origine soit traumatiques, dans le cadre d'un trouble de stress post-traumatique, soit sans traumatisme particulièrement associé, qu'on appelle donc le trouble des cauchemars dit idiopathique. Et le traitement de référence de grade A, c'est la répétition d'imagerie mentale. Et il y a différentes techniques, et il y a eu un très bel essai randomisé contrôlé, le premier qui a été fait, qui a cherché à comparer ces différentes techniques. Une technique donc de révision et retranscription de ce cauchemar, une technique davantage d'exposition à ce cauchemar, où on va se souvenir de ce cauchemar, ça va générer beaucoup d'émotions, beaucoup de symptômes physiques, et on va attendre jusqu'à ce que s'éteignent ces signaux de stress, et on va répéter ça tous les jours. Et puis une troisième technique qui comparée à de l'imagerie mentale positive. Et ce qui est tout à fait remarquable dans cette étude, c'est que ces trois stratégies fonctionnaient de manière tout à fait efficace, avec des tailles d'effet importantes, en 4 semaines, qu'il n'y avait pas de différence entre ces trois traitements qui donc sont tous les trois efficaces. Taille d'effet légèrement supérieure quand même pour tout ce qui est retranscription et révision par imagerie mentale et par les techniques d'exposition. Deuxième grande actualité, et on en entend beaucoup parler, c'est le cannabis, le cannabidiol, comme traitement des différents troubles du sommeil. Il y avait une grosse méta-analyse qui était sortie l'an dernier qui concluait à l'absence de niveau de preuve, ou en tout cas pas assez de données scientifiques pour pouvoir conclure à l'efficacité, que ça soit dans l'insomnie, dans les apnées, dans les troubles du comportement en sommeil paradoxal, dans le syndrome des jambes sans repos. Et là, il y a une grosse étude qui est sortie dans Sleep cette année qui s'intéresse à du ZLT101, qui est un composé qui associe du THC, donc la molécule classique, plutôt sédative et relaxante, qui aussi a des propriétés antalgiques, le CBD, le cannabidiol, qui là a plutôt des propriétés modulatrices et parfois éveillantes à certaines doses, et que donc ils ont essayé de contrer entre guillemets avec du cannabinol, qui là est une forme d'oxydation du THC. Et donc ce composé qui regroupait ces trois molécules a été testé dans le traitement de l'insomnie et a montré une efficacité sur un beau design d'essai randomisé en crossover dans le traitement des symptômes d'insomnie. Alors c'est une première étude, il faut être très prudent dans les conclusions de cette étude. Il va falloir que ces résultats soient répliqués, notamment dans des études plus grandes. Et puis on ne connaît pas les effets à moyen terme et à long terme de cette molécule. Et en psychiatrie d'addictologie, on connaît quand même le risque de dépendance au THC et le risque d'atteinte cognitive, de syndrome à motivation, etc. Donc un signal intéressant à confirmer et à préciser dans ces effets à moyen long terme. Et la troisième étude? Et la troisième étude donc, qui portait sur le lien qui était suggéré entre conduite suicidaire et les altérations du sommeil. Et le problème, c'est qu'on sait aussi que les altérations du sommeil sont présentes dans l'ensemble des troubles psychiatriques. Et donc, on ne savait pas si le sommeil pouvait avoir un impact direct et vraiment spécifique sur les conduites suicidaires. Et donc, on a mené cette étude à la PHP, à l'INSERM, avec des collègues, notamment le professeur Per et Hurtel. Et on a étudié les données d'une cohorte américaine représentative de la population générale. On s'est intéressé aux plaintes de sommeil en baseline, et on a regardé à 3 ans ceux qui faisaient des tentatives de suicide. Hélas, 60% de ceux dans le groupe qui faisait une tentative de suicide, 60% avaient des altérations du sommeil versus seulement 25% pour ceux qui n'avaient pas de tentative de suicide. Donc vraiment, c'est énorme, c'est cliniquement très significatif. Et en plus, dans les modèles statistiques qu'on a pu faire dans une équation structurelle et analyse en classe latente, on a montré, quand on prenait en compte l'ensemble des facteurs de risque
connus du suicide. Le fait d'avoir des conditions socio-économiques précaires, le fait d'avoir des troubles psychiatriques, on a pris en compte l'ensemble des troubles psychiatriques, le fait d'être une femme, le fait d'être plus âgé, etc., etc. Eh bien, on avait une association directe qui prédisait le suicide dans les 3 ans lié à ces altérations du sommeil. Et donc c'est tout à fait important parce que le message est donc de dire qu'il faut intégrer le repérage des altérations du sommeil dans nos stratégies de dépistage du suicide. Et actuellement, on est mauvais pour dépister le suicide. Je le rappelle, un patient sur 2 qui s'est suicidé dans le mois précédent avait rencontré un médecin. Et donc c'est un rendez-vous raté où on n'a pas pu dépister cette crise suicidaire. C'est absolument indispensable et le sommeil pourrait être un outil pour mieux dépister, voilà. Mais c'est aussi du coup une fenêtre pour mieux traiter et traiter ces altérations du sommeil qu'on a identifiées parce qu'on a un certain nombre de traitements qu'on connaît, notamment les chronothérapies et qui sont efficaces. Voilà. Merci beaucoup Pierre.